Vidéo numéro 2. Donc on continue toujours pour le moment avec les constructions traditionnelles. Donc voilà, alors on va rappeler une base qui est pour le gros œuvre. L'unité de mesure dans le gros œuvre est le mètre, c'est-à-dire que on considère toujours 2 cm égale 0,02 m. À titre d'exemple, les menuiseries ou le métal sont, disons, au millimètre. Donc 1,65 m égale 1650 mm. Donc ça paraît bête comme indication, mais c'est quand même très important, sachant que ça peut quelquefois éviter des erreurs sur les petites mesures, hein. Et donc dans le bâtiment, il est important de conserver la rigueur du centimètre, voire du demi-centimètre, sachant que sur certaines constructions qui sont un peu trop longues, on doit réaliser des joints, et ces joints de construction qui vont donc constituer plusieurs immeubles euh, euh, qui en réalité ne font qu'une seule entité architecturale, sont recoupés par des joints, comme je viens de le dire, de 2 ou 4 cm, qui s'appellent soit joints de dilatation ou joints de rupture, hein. Donc, si on n'a pas cette rigueur du centimètre, voire du demi-centimètre, eh ben, on se retrouve sur la longueur d'un bâtiment qui peut avoisiner, on va dire, les 30 mètres ou voire plus, à consommer cette valeur, et donc on oublie le joint de dilatation car il n'est plus possible de le réaliser. Et voilà, petite indication importante. Alors, on retrouve donc ici une construction de d'un étage, avec un étage, donc le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors, dans les plans, le rez-de-chaussée s'appelle R plus 0 et R plus 1 pour le premier étage. Donc, et ainsi de suite, s'il y a plusieurs étages, R plus 2, R plus 3. Donc, on peut retrouver cette indication sur les plans, ce qui permet également d'éviter une méprise en pensant que le niveau 1 est le niveau rez-de-chaussée. Non, le niveau 0 constitue le rez-de-chaussée. Le R-1 et ainsi de suite, et donc le sous-sol. Et bon, cette indication est importante car vous le verrez par la suite, le rez-de-chaussée R plus 0, on indique que le R plus 0 égale le niveau NGF, niveau géographique national, qui a une référence, donc qui peut être un exemple de 51,55 mètres, et donc ainsi de suite. Il y a toujours une référence, R plus 0, R plus 1, etc. Voilà. Donc ici, nous retrouvons les combles aménagés, avec une charpente qui peut être constituée d'une charpente traditionnelle qui libère donc toujours un espace aménageable, et des fermettes, charpentes fermettes, qui sont espacées de 60 à 90 cm, sachant qu'à 90 cm, bien souvent, on remarque que les charpentes que les fermettes sont espacées de 90 cm, car en vieillissant, on voit bien qu'elles sont trop écartées et que les lattes se fatiguent. Donc c'est repérable à l'œil nu bien souvent ou au soleil couchant. Voilà, petite indication intéressante. Les charpentes sont situées là au-dessus du R plus 1, rez-de-chaussée ensuite. Donc le rez-de-chaussée, on va dire que le R plus 1 constitue un étage supplémentaire sans indication euh, importante, je dirais, mis à part que dans les constructions anciennes, les murs démarraient par une épaisseur importante, hein, qui pouvait aller jusqu'à 60-65 cm. Le rez-de-chaussée était quelquefois de 45 cm ou 35 cm, et le R plus 1 de 22 cm, et ainsi de suite. Disons qu'on se contentait de résoudre le
problème de rigidité en épaississant les murs. Et il y avait également des chaînages, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails plus, je dirais, techniques. Alors, quand on se retrouve donc dans cette situation, aujourd'hui, que réalise-t-on au rez-de-chaussée pour éviter, comme toujours, les remontées capillaires? Car si on résout le problème d'humidité par la toiture et l'éloignement des eaux de ruissellement avec les gouttières et les réseaux qui récupèrent les eaux pluviales, on n'a toujours pas résolu le problème de l'humidité qui, elle, au lieu de venir du ciel, vient donc de la terre. Alors, la façon de résoudre ce problème, c'est donc dans le cas, je dirais d'interplein, hein, on ne va pas même d'un vide sanitaire ou aussi d'un sous-sol, c'est de réaliser une arase étanche, c'est-à-dire une coupure nette de la structure au niveau de la zone habitable. Ce qui est en sous-sol n'étant pas habitable, on traite donc une coupure capillaire hein, qui s'appelle arase étanche et qui permet de redémarrer la maçonnerie en faisant une coupure permettant d'arrêter l'humidité. Cette arase étanche est bien souvent constituée d'un feutre hein, qui est horizontal, un peu plus large que le mur et remonté à l'intérieur de la maçonnerie avant la mise en œuvre du second œuvre, donc constitué de la plâtrerie avec isolation. Voilà. Ici sur ce schéma, donc ce que l'on voit, c'est que les fondations, alors là on retrouve soit un vide sanitaire ou un sous-sol, et alors parfois la raison de la construction du sous-sol ou du vide sanitaire est justifiée par la recherche du bon sol, du sol sur lequel les fondations peuvent donc s'ancrer. Alors là on retrouve notre craie, alors ce qu'on appelle en termes techniques l'horizon crayeux, qui est donc un horizon, on s'imagine un horizon avec de la terre végétale ou de la craie de mauvaise qualité, qui est donc sur laquelle il n'est pas souhaitable de réaliser les fondations. On va donc chercher l'horizon crayeux, qui est donc constitué de craie franche au mieux, hein. La craie franche qui est donc la craie la plus dure, celle que les constructeurs recherchaient pour constituer également les murs. Hein, quand ils faisaient des carrières, etc., ils en ont donc cherché la craie franche. Sur cet horizon crayeux, on ancre donc les fondations. Hein, les fondations, il est souhaitable de les ancrer de 30 cm dans cet horizon crayeux afin que, disons en cas de mouvement de terrain ou quoi que ce soit, ces fondations sont donc ancrées dans l'horizon crayeux et donc sont beaucoup plus stables. Hein. La méthode constructive aujourd'hui tient compte dans la région d'une région sismique qui n'est pas avec une valeur sismique très forte, mais donc aujourd'hui on est obligé d'en tenir compte dans le mode constructif et donc on retrouvera par la suite sur un schéma les différents impératifs à créer au niveau technique à l'intérieur des murs. Et je dirais même qu'au niveau architectural, il y a certains impératifs tels que de superposer les ouvertures, de ne pas faire de décalage d'ouverture, je dirais juste pour des raisons esthétiques, car automatiquement les chaînages verticaux se trouvent rompus et il faut donc reconstituer une armature qui complexifie énormément le bâtiment et qui n'est pas toujours autorisé dans les régions sismiques. Voilà. Donc, ce qu'on voit donc sur ce schéma, c'est également ce qu'on appelle le hors-gel. Le hors-gel, il est relativement simple de comprendre que l'hiver, il gèle, bien sûr. Donc, vous avez déjà dû remarquer que la terre devient donc plus dure en surface, mais dès que le gel disparaît, la terre retrouve donc
elle devient beaucoup plus molle et la terre est encore plus molle due à l'humidité. Mais ces périodes de gel peuvent parfois se prolonger et donc le sol devient de plus en plus gelé en profondeur et donc suivant les régions, il est décidé d'une profondeur de hors gel, c'est-à-dire une profondeur à laquelle les structures ne peuvent pas bouger par le mouvement du sol et les gonflements du sol. Donc dans notre région, le hors-gel est situé à moins 70. Il est variable. Sur le littoral, par exemple, il est à moins 50. Dans le Pas-de-Calais, il est à moins 60. Dans l'Est, il est à moins 90. Bon, même si dans le Pas-de-Calais, c'est moins 60, en général, c'est moins 70 qui est à respecter. Donc là, sur mon schéma, c'est un peu faux parce que le hors-gel, je l'ai mis à mi-hauteur de fondation, alors que le hors-gel, c'est vraiment la base de la fondation, le départ des fondations. Donc, dans l'Est, vous voyez, on peut même aller jusque alors à plus de 150 mètres, oui, il y a 5 cm de plus par profondeur, etc., par zone d'altitude. Bon, enfin, on n'est pas dans l'Est, on est dans le Pas-de-Calais. Et donc, c'est suffisant.